Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, peu importe ce que vous voulez faire avec votre moto, il l'a déjà fait. C'est Laurent Cochet. Mais avant ça, Pierrick, on en est où de cette histoire? Alors, on a un partenariat depuis le mois de septembre avec Oli. Et en l'occurrence, on a vu dans les dernières vidéos des commentaires qui disaient franchement, c'est pas bien, il faut pas utiliser des produits, c'est pas naturel. On voulait faire un petit point avec vous pour revenir là-dessus. Alors, il y avait 4 gammes, vous saviez. Il y avait la gamme hydratation que j'utilise en compétition, voilà. La gamme énergie quand vous faites de la route, qui vous amène un petit boost un petit peu à la café, la gamme milkshake, hyper top une fois que tu as fini l'entraînement pour refaire le plein en protéines. C'est ça. Et enfin, la dernière, c'est la partie Iced Tea. La partie Iced Tea qui va vous permettre, évidemment, de passer un petit moment sympa avec une boisson sympa. Alors explique-nous, parce que là, dans les commentaires, il y a eu des gens qui ont grincé des dents, qui ont crié au scandale qu'on mette en avant ces produits chimiques, etc., etc. Alors, je vais te laisser parler, un peu expliquer ce que toi, tu en as à en dire. Moi, je voulais juste rappeler qu'il y a quand même des champions du monde qui roulent régulièrement avec des sponsors sur leurs casques qui sont assez gros. Qu'on félicite au moment où ils décrochent le contrat. Tout à fait, c'est ça, qui ne font aucun accompagnement ni aucune explication sur ce qu'ils promeuvent, pardon. Et eux, ils ont le droit, par contre. Non, ce qui est important, c'est que nous, finalement, on a choisi ça. Alors, pourquoi on l'a choisi? Parce que toi et moi, déjà, on a arrêté le sucre depuis maintenant presque 10 ans. Donc déjà, on voulait absolument une boisson où il n'y a pas de sucre. Que là, l'édulcorant utilisé, c'est du stevia. Donc on n'est pas sur le produit chimique absolu, on est sur un truc qui est organique, qui est présent évidemment dans la nature. Donc c'est du stevia. La deuxième chose, c'est toutes ces boissons ont été faites pour éviter ce qu'il y avait de pire. Donc quand vous sortez en soirée et que vous voulez un petit verre, une bière, un soda, ça c'est pas bon, on le sait, ça fait plaisir, on ne vous dit pas d'arrêter, mais on sait très très bien que c'est nocif pour le corps. Donc si tu veux les glaçons, la version Iced Tea où tu mets une toute petite cuillère d'un truc sans sucre avec un joli goût, je suis désolé mais tu passes une soirée qui est absolument pas la même. Tu veux dire que ce sera toujours mieux que de l'alcool? Mais bien sûr. Toujours mieux qu'une boisson avec de la taurine, du truc, du machin. Oli, c'est allemand. Sur le site internet, il suffit d'y aller, vous allez voir la composition, vous allez voir que tout a été fait justement avec également des mini-doses. Et ils le disent bien, pas avant 16 ans. Ils le disent bien, n'en abusez pas. Bref, on est dans la mesure. Et oui, c'est ça qui est important. On n'a jamais dit qu'il fallait boire ça tous les jours, du soir au matin. On ne l'a jamais dit. D'ailleurs, on ne le fait pas. Et il ne faut pas. Et il ne faut pas. Ne donnez pas ça à vos enfants, même si le packaging fait très un peu enfantin, etc. L'énergie, tu sais, la New Caf. Donc c'est mieux qu'un shoot de caféine de 2 expressos, d'un double expresso par exemple. Ouais. Mais c'est la même chose. Tu ne bois pas 27 gourdes la nuit avant de te coucher. Ouais. Vous avez le code promo, un MX Test, pour découvrir. Donc quand vous découvrez votre première commande, vous avez 5 € de remise sur votre première commande et vous avez 10% de remise avec le code MX Test. Donc testez. Vraiment, la dose, elle est petite, il ne faut pas en exagérer. Et tu es d'accord avec moi qu'on pourrait demander des sponsors à tout le monde? Si on a choisi Oli, il y a une raison. C'est bon, ça rac. Par contre, attends, moi j'ai pas les réglages du tout que tu utilises. Hein. C'est pas grave. J'ai un truc où je sais que tu vas passer ton temps à me le dire et à m'en vouloir. Et je sais que vous êtes ultra exigeant sur le sujet. C'est la position de l'élastique du casque. Du masque. Je sais que, tu vois, c'est comme les mecs, est-ce qu'il faut se raser les poils quand tu fais du vélo ou pas? Je sais que là-dessus, vous êtes intransigeant. Ah, bah alors attends, le pire, c'est Pierrick, je crois, là-dessus. Hein. Ah merde, moi, tu te fais reprendre? Ah, moi, je me fais reprendre, moi. Ah merde. C'est-à-dire que j'ai le niveau pour reprendre certains, mais il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi, si tu veux. Ah, c'est le maître, alors. Voilà, ouais, non, Pierrick, là-dessus, c'est le maître. Le maître au masque. Eh, il y a un petit côté homme orchestre. Hein. Je l'avais pressenti, mais là je suis en train d'en toucher la texture, tu vois. Dans la moto. Oh, comme il l'a éteint. Non, mais il l'a éteint. Lolo Cochet. Alors Pierre, qui se cache derrière ce nom? Est-ce que tu connais Lolo Cochet? Alors moi, je le connais finalement depuis très peu de temps, parce que j'ai découvert ça quand on a attaqué YouTube les deux, c'est-à-dire la magnifique vidéo Cap to Cap, où il part
du point le plus au nord possible pour descendre le point le plus au sud. Donc au nord, c'est la Laponie, et on est d'accord que le plus au sud, c'est l'Afrique du Sud. Donc moi, je l'ai découvert comme ça, mais toi, tu m'as dit que ça faisait bien longtemps qu'il faisait des choses avant ça. Ça fait bien longtemps qu'il fait des choses avant ça, et il faut bien admettre qu'aujourd'hui, n'importe quel youtubeur qui va se lancer dans le milieu moto, la plupart des choses qu'il va imaginer, ça a déjà été fait par Lolo. La plupart des trips qu'il va imaginer, Lolo les a déjà fait. En gros, c'est un peu une sorte de godfather du milieu de la moto, du voyage, de l'expérimentation, même de la compétition. Il a essayé beaucoup de compétitions, il a essayé beaucoup de motos de compétition. Bref, je trouvais que c'était super sympa de faire un portrait de lui, d'autant qu'il m'a invité il y a peu à partir à l'aventure avec lui pendant 2 jours sur des KTM 450 enduro, voir si en fait on pouvait un peu voyager avec des enduros. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il sait écrire, il sait parler. Quand on a commencé YouTube, il y en a plein qui nous ont tourné le dos, d'autres qui nous ont accueillis. Lui, direct, grand sourire, salut les mecs. Il savait qui tu étais, il savait qui j'étais. Donc c'est quelqu'un qui est hyper ouvert d'esprit. Moi, j'aime tout, la façon dont il réalise, j'aime son humour. C'est difficile de... D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Laurent Cochet? J'ai pas l'impression. Hein. Donc si la vidéo du voyage avec Laurent, vous ne l'avez pas vue, jetez-vous dessus, c'est disponible sur sa chaîne. Vous allez sur sa chaîne, vous baladez, c'est une des dernières, et vous allez voir, on a passé de très bons moments ensemble. Moi, j'ai adoré, en tout cas, la vidéo où vous partez les deux. J'ai aussi beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé quand tu me l'as raconté. Mais franchement, je me languis de voir tes images de son interview. Il faut que vous vous rendiez compte, en fait, de ce que c'est qu'un poste de pilotage d'aventure. Donc, vous avez Netflix au format vertical, évidemment. Le miroir beauté. Le miroir beauté close-up, pour se refaire un petit pomponnage. Des goûters, des petits princes de Lude, tout ce genre de choses. Ah mais il y a une salle de bain qui se déplie quand tu ouvres ça. Que serait un voyage sans sa bulle pour se protéger du vent? Donc on est sur une 1390 Adventure qui n'est pas sortie, qui ne sortira peut-être jamais. Mais par contre, sur le plan marketing, 1390 Adventure à 150 kg. Ah oui, là tu tues le game là. On se croirait un peu chez Frédéric Lopez dans Rendez-vous en terre inconnue. Il y a des pygmées qui vont sortir de quelque part. C'est un peu en fait, c'est toi qui m'as amené quelque part. C'est pas moi qui t'emmène finalement. Là, sur le coup. Non, j'avais envie de dire merci Laurent de nous recevoir chez toi, dans ta rivière. Préféré. Alors, c'est dur de préparer des questions quand on t'a en face de soi. Parce qu'il y a tellement d'interviews qui existent de toi qu'on se dit je vais poser des banalités, ça va pas être très intéressant pour lui, peut-être les gens connaissent déjà. Et puis en fait je me suis dit qu'après tout le monde ne te connaît pas et qu'il y aura peut-être des petites subtilités que tu vas pouvoir ajouter. Donc déjà le premier truc que j'ai envie de te demander, c'est même pas une question en fait, c'est plutôt un thème. C'est pourquoi la moto? Ça aurait pu être l'automobile, ça aurait pu être le sport de raquette, ça aurait pu être le sport de ballon, mais c'est la moto. Pourquoi c'est la moto? Waouh, vaste question, docteur. Je pense parce que gamin, c'était un moyen d'évasion extraordinaire. C'est pas la moto, c'est le 2 roues à travers la mob. Après, je sais pas, tu sais. Putain, mais là, tu me plonges dans l'embarras. Je sais pas, ça m'a quand même amené à un paquet de trucs, quoi. On pense que c'est un truc de solitaire, la moto, que à travers le voyage, je te le disais, l'impression souvent que tu es tout seul, et en fait, plus tu es tout seul, plus les gens s'intéressent à toi, plus on vient à ta rencontre, et plus on te pose des questions, et plus tu es entouré. Je dis souvent qu'à 2, tu es déjà un groupe quand tu voyages. Et voilà, et je dis que ça m'a apporté énormément de rencontres, le goût de la découverte. Je dirais pas le goût du danger ni du risque parce que je l'ai pas, même si les gens ont un peu l'impression. Le goût d'ailleurs, sans pour autant rêver dans la vie de faire le tour du monde et de me barrer, régler un quelconque problème psychologique dans ma vie et fuir quelque chose. Mais en fait, c'est drôle parce qu'en ce moment, je fais avec mon fils le championnat de France Superbike en Challenge 700. Et j'ai posé la question à des pilotes professionnels qui ont encore 40 balais, qui sont encore capables de faire des places de podium en Superbike, alors qu'il devrait y avoir des jeunes. Et pourquoi tu es encore là? Et les mecs te répondent très simplement et sans honte.
Parce que je pense que tu peux le dire avec honte parce que c'est toute ma vie, quoi. Et parce que ça remplit une vie. Ouais, parce qu'il peut y avoir un petit côté, je me résume à faire de la moto, genre je suis creux, en fait je suis que ça, et en même temps c'est tellement vaste qu'il y a de quoi remplir une vie. Quoi. Ah mais c'est juste immense, quoi. Ça te forge le caractère, ça te forge quand tu voyages en solitaire, ça te forge quand tu voyages à deux, pour pas avoir envie de te débarrasser ou d'étrangler une nuit dans sa tente ton meilleur pote que tu avais emmené, que tu croyais être ton meilleur pote, mais qui t'énerve au plus haut point. Enfin, ça t'apprend plein de choses sur un départ de course, ça t'apprend la maîtrise de toi-même, rester calme, ça t'apprend à gérer aussi dans un stress de course, dans un stress de passer un gué, et puis moi j'ai découvert aussi la passion d'écrire, j'ai découvert la passion de l'image, du tournage, la passion d'aller voir les gens. Je le dis souvent, la moto aussi ça m'a permis moi de rencontrer des gens et même dans des cas de fatigue extrême, d'avoir besoin de savoir qui ils sont, de dresser des portraits. Enfin aussi tout ce qui fait la richesse du journalisme, c'est pas juste du compte-rendu, ça peut être de la technique de portrait. Et je trouve ça, enfin moi ça m'a apporté, je devrais pas le dire, mais je pense que, je crois que je l'ai quand même déjà dit, je crois que tu es dans la fumée, non? Je crois que je prends feu petit à petit. Non, la moto, j'aime parce que ça va vite. Tu changes de décor souvent, tu changes de rencontre souvent, mais finalement, si j'avais dû aller plus lentement et faire tout ce que j'ai fait en rampant avec un fer à repasser dans chaque main, je l'aurais fait aussi. N'empêche que le GPS en avait lui perdu la boussole. T'imagines, toi, tomber face au chef de gare en France, à moto et sur le quai principal, pour lui expliquer que tu cherches ta route. Backside, here, road. Ah, here, go out, here. Ah, ok. Je crois qu'on est un peu sur la gare de... Ok. Sorry, hein, sorry. Désolé, chef. Donc là, on installe un petit peu les caméras sur le bord de la route et on fait des passages. En fait, Laurent fait vachement ça. Et ça m'impressionne toujours Il y a toujours ce problème quand on est en voyage de l'investissement temps. Pardon ? Oui, je suis prêt. Oh, il faut que je me bouge. Donc voilà, donc il y a toujours cet investissement temps. Est-ce qu'on a bien fait de s'arrêter ou pas? Est-ce que ça valait le coup de perdre 5 minutes pour faire ces 3 plans-là? Est-ce que c'était le bon spot? C'est bon. Et en fait, tu es tiraillé en permanence par le fait de te demander si tu utilises bien ton temps, en fait, parce que tu as un temps qui est pas extensible à l'infini. Tu te donnes un nombre de jours, et en fin de compte, c'est pas évident de bien le répartir, quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, et je galère à cette fameuse gestion du temps de tournage. Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que c'était le bon spot? Est-ce que... Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble, en fait, de filmer en trip. Avouez qu'on se pose pas toujours la question, en fait, hein. On mange les images, on les déguste, et en fait on se dit pas, putain, mais le mec il s'est arrêté, il a sorti tout le matos, il est passé 4 fois, ça va pas, tu recommences. La deuxième question que je voulais te poser, parce que comme tu le sais, on a quand même un ADN très marqué off-road sur la chaîne, même si on commence un peu à se permettre de sortir des chemins. C'est bien, et vous soignez, bravo. Et ce que je voulais savoir, c'est comment le off-road précisément s'est invité dans ta vie, dans ton parcours professionnel, dans presque ton quotidien, suivant les périodes. C'est pas de moi, hein, c'est de toi. C'est le voyage qui m'a amené au off-road. Non, je dis ça parce qu'on en a discuté un peu. On s'est vu avant, en fait, quoi. C'est vrai, on a un peu répété. Et c'est ton parcours inverse. En tout cas, le mien et l'inverse du tien. C'est effectivement... Mais cela dit, si je plonge loin dans mes souvenirs, quand je faisais de la mob, je rêvais de me barrer. Je rêvais d'aller faire des kilomètres en mob. Je faisais avec si jamais vous trouvez l'image de ce qu'est un Peugeot 103 TSA, vous verrez un truc extraordinaire. C'était la mob de mon frangin qui, je crois, s'en foutait un peu. Quand j'avais 13 ans, je la piquais au fond du garage. Et il y avait en bas une petite descente avec 3-4 bosses.
Et je trouvais ça déjà extraordinaire comme sensation d'aller de sauter avec cet engin qui ressemble à un tréteau sans nom, mais qui me faisait rêver à l'époque. Et puis après, à l'époque où je m'occupais des reportages en Grand Prix, je faisais aussi des hors-séries. Il n'y avait pas trop de moyens pour me payer en plus de ce que je faisais comme travail. Et on me posait la question, qu'est-ce que tu voudrais en plus pour compenser, voilà. Et j'avais dit, moi je rêverais de faire une rando au Maroc, un raid, sans me rendre compte du tout de ce que c'était. J'y étais jamais allé. Et j'ai eu un flash absolu, voilà, d'aller dans ce pays, de se balader, des rencontres, de la différence culturelle. Et ça m'a amené derrière à ce goût-là. Et souvent, les gens pensent que mon goût pour l'off-road, l'aventure et le voyage est né en même temps que le maxi-trail. Or, c'était pas ce qu'on voyait parce que je m'occupais des essais, parce que je faisais de la vitesse, parce que j'ai fait les 24 heures du Mans, tout ça. Mais ça a toujours été présent, en filigrane en tout cas, dans toute ma vie. Cette envie de voyager et de faire de l'off-road. Alors attention, hein, vous êtes d'un univers plutôt compète où on accélère fort, on fait une grande gerbe, ça jette des cailloux Non, sur le. Oui, Bien sûr, oui, ouais. voilà. Moi je m'entends, je voyage plutôt avec des engins un peu lourds, des maxi-trails, où tu es plus dans la retenue, des techniques trialisantes, beaucoup plus que juste dans le plaisir de pilotage. Tu vois, ça c'est réservé à un Paul Tarès ou moi je sais pas, quand tu t'engages dans un bout de chemin et que tu sais pas où tu vas, mais je le vois, en fait c'est assez rigolo, parce qu'il y a quand même eu une période dans les années 90 jusqu'aux années 2000, fin 2010, où la vitesse était hyper à la mode, les hypersports aussi, et j'entends beaucoup de mecs aujourd'hui qui sont mis à l'off-road, au maxi-trail, et qui pourtant avaient dit de toute leur vie, moi me retrouver sur un maxi-trail avec un grand guidon et une roue avant de 21, jamais de ma vie. Et ils y sont tous venus. Et je pense qu'il doit quand même y avoir quelque chose qui se passe autour de passer une journée dans la nature, voir des paysages différents, pas être emmerdé par la circulation, enfin je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment différent dans cette pratique. Oui, moi j'ai découvert ça assez tard aussi finalement, même un peu après le début de cette mode, parce qu'à un moment donné il y a quand même un mouvement de masse d'aller vers ces motos-là. Mais c'est vrai qu'au final, c'est aborder la moto tout-terrain de manière complètement différente. Et en fait, j'avais peur en découvrant le Maxi Trail que je sois frustré par le fait de me dire putain, mais cette montée avec une moto d'enduro, je la rame même pas, quoi. Je la monte en 2 secondes. Et finalement, tu te prends au jeu de te challenger sur des petites choses. Ouais. Et c'est hyper satisfaisant de la même manière que de passer une grosse marche avec une enduro. Ben ouais. C'est juste que le challenge n'est pas le même, la vision n'est pas la même, la vitesse n'est pas la même, mais finalement, c'est autre chose, quoi. Et il y a des choses, tu sais parfaitement que tu les feras jamais, tu les franchiras pas. Exactement. C'est comme ça. Une lichette d'essence qui explose fort, un coup de démarreur comme sur les vrais dragsters, et quelques prières plus tard, j'étais enfin assis sur le pétard à mèche, modèle Mammouth. Honnêtement, même si l'engin possède finalement 4 roues avec ses barres anti-retournement, c'est quand même difficile de faire plus casse-gueule. On repart pour une prise, hein? Un coup de drone, donc effectivement on va pas lâcher les câbles. Bah ouais. Bah à la limite, je ferais bien... Toi, tu fais top shot, t'as dit, du pont? Ouais. Donc de dos. Ce sera pas fou, mais ça te fera un raccord. Ah ouais, tu vois, il y a des voitures tout le temps en fait. Je pensais qu'on était dans une bourgade bien sympa, c'est pire que Marseille. Qu'est-ce qui fait que quand on est un journaliste établi dans le milieu, reconnu dans le milieu, qu'est-ce qui fait qu'on choisit de quitter un milieu qui est conventionnel, qui est reconnu, qui marche, pour quelque chose qui est complètement nouveau? Parce qu'au moment où toi vraiment tu choisis de t'orienter vraiment sur YouTube, on n'est pas en 2020, on n'est pas en 2018, on n'est pas en 2015, on est vraiment, c'est quoi, les années 2010, 2012? On est 2007. 2007. Quand je commence. Donc c'est vraiment le début de YouTube. Qu'est-ce qui te fait prendre cette décision de quitter un truc qui est fixe, établi, à un truc qui à l'époque est complètement freestyle? Alors, j'ai pas de boule de cristal. 2, j'invente rien.
3, je suis pas visionnaire. C'est juste des chemins qui se croisent et des histoires qui s'emboîtent les unes dans les autres. Il se trouve que moi, à l'époque, j'ai déjà bouffé 5 années de reportage en Grand Prix, à faire le tour du monde des circuits, que j'ai bouffé des essais de moto à tir-larigot, j'ai fait plein de présentations presse, j'ai un mode d'écriture dans un magazine qui est hérité du journalisme classique avec le mode d'écriture d'une pyramide inversée, de l'info la plus importante vers la moins importante avec les 5 W, qui, quand, quoi, comment et tout ça. Et une espèce de ras-le-bol effectivement de ça et envie de plus de liberté. Et là-dessus, arrive pas forcément YouTube parce qu'à l'époque il y a Dailymotion, il y a Vimeo. Moi je réclame un petit peu de liberté au sein du canard pour lequel je bosse. Je découvre la passion de la photo aussi, du cadre. Je me forme. Je vais même juste à côté de chez moi au chocolatier faire des reportages photos chez la coiffeuse. Du truc le plus banal possible pour essayer il y a toujours de la beauté derrière les gestes, le travail manuel, derrière ce que font les gens. C'est à toi de te décarcasser pour faire ça. Et je trouve que voilà, c'est à ce moment-là que naît un peu la passion de l'image. Et surtout, je me rends compte aussi de la liberté que t'apporte de faire des vidéos. La façon d'écrire, la façon de parler, la spontanéité. Tout ça pour moi c'est complètement différent et de sorte. En fait quand même, je pense que quand j'ai commencé à aller faire des reportages entre une Porsche GT3 RS, une Yamaha R1 sur des lacs gelés, je pense que ça aurait été frustrant de ne le raconter que par écrit et avec de la belle image. Alors attention, faire une très belle image, c'est hyper dur, il faut tout raconter dans une seule image. C'est presque plus simple de faire de la vidéo, mais je trouvais quand même, la moto c'est quand même de l'action, il faut que ça soit un peu impressionnant et je m'y retrouvais, pour moi c'était une vraie liberté d'arriver sur ce média-là. Mais par contre, j'ai jamais rien cherché de tout ce qui allait avec, j'en savais rien. T'as un peu fait ça à l'instinct, quoi. Il faut aller voir nos premières vidéos. J'en aurais presque honte aujourd'hui. Tout a progressé, les moyens de cadre, les moyens de tournage, tout seul on peut faire beaucoup de choses, mais il y avait une forme de naïveté. Je ne sais même pas si elle passerait aujourd'hui. Pour un youtubeur qui démarrerait, je ne sais même pas si cette naïveté, cette simplicité serait acceptée aujourd'hui. En fait, ce qui est fou, c'est que je trouve que on vieillit, ces médias-là vieillissent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se met à la qualité, tout le monde doit faire des choses propres. Et finalement, on perd de cette spontanéité qui faisait qu'on regardait tous ça en se disant « mais c'est qui ces mecs-là? Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils me racontent ?» Parce que tout le monde a été obligé d'élever le niveau de qualité, tu vois. Et ça, il y avait vraiment un côté créatif, magique, où tu ne te posais pas de questions et qui était dingue, quoi. Bon, après, rapidement, j'ai très vite basculé quand même dans essayer de scénariser, de faire des intros qui accrochaient. Je te les ai montrées, les vidéos où je transforme une moto en avion avec un schnorkel, traverser une rivière. Tu vois, il y avait... Et puis, il y avait cette liberté-là, je pense, qui n'aurait pas été aussi mise en valeur à travers un magazine. Doc ? Marty ! Faut absolument que tu viennes avec moi jusqu'en 2020. Où ça ? Mais vers le futur. Hé, une minute, Doc. Qu'est-ce que vous faites ? Je fais le plein. Mais monte, qu'est-ce que t'attends ? Ah non, qu'est-ce qui va m'arriver ? Je vais devenir un vieux con, je vais rouler à 60 avec une immense barbe sur les motos anciennes et bidouillées, je vais trouver ça cool. Je vais faire des triple backflips, rouler sur un scooter à 3 roues, Mais c'est ça ? non, toi t'es quelqu'un de bien, tu vas continuer à rouler à fond comme un con. Bah, ouais, on peut... Mon professeur serait pas content par contre. Hein. Ah bah là il me dirait tu descends de la moto pour de bon. Et pour de vrai, tu descends ou tu t'essayes ? Ah non, moi je descends, t'es fou. Non, mais tu sais, c'est pour ça qu'on est deux chez MX-Test. Hein. C'est qu'il y en a quand même un qui doit assurer la survie de la chaîne. Dis-moi la vérité.
T'es content là? Il y a un arbre qui est couché, t'es content? Alors, tu sais pourquoi je suis content? Parce que les enduristes vont enfin pouvoir se régaler. Parce que depuis le début, ils prennent un peu cher quand même globalement. Et là, je sens qu'il y a moyen de dire, ah, vous voyez. Il est content parce qu'il y a une difficulté. En fait, c'est ça qu'il attend quand il part en voyage, monsieur Cochet, qu'il se passe quelque chose. Et moi, c'est l'inverse. J'attends qu'il se passe rien. Juste, je me drive, quoi. Je me drive pépère. C'est fluide, c'est du flow. 17h03. Hier, il m'a dit, il faut qu'on arrête vers 17h15. Donc, si mes calculs sont bons, il nous reste 12 minutes. La mission, c'est de trouver un hôtel maintenant. Ou une place pour faire un bivouac. Je sais pas vers où mon cœur balance après cette journée. Aujourd'hui, je te colle un petit peu une étiquette. J'aime pas trop coller les étiquettes sur les gens, mais je vais quand même t'en coller une volontiers. Aujourd'hui, je te mets quand même l'étiquette de l'aventurier, du voyageur. Même si tu ne te résumes pas qu'à ça. Hein. C'est quoi le voyage, l'expédition qui t'a le plus marqué? Qui même peut-être t'a transformé, t'a fait changer? Enfin, à chaque fois, il se passe quelque chose de différent en fait. Il n'y en a pas une qui est plus forte que les autres. Je crois que quand tu vas en Islande, c'est un voyage au cœur de la terre pour les paysages. Quand tu traverses à moto une coulée, des 50 km de cendres noires, quand tu roules dans une coulée de lave pendant 100 bornes et tu te demandes comment c'est possible parce que c'est pas un bulldozer qui a tracé ça droit, c'est vraiment une piste hyper sinueuse. Enfin, c'est juste incroyable. Quand tu traverses la Russie, c'est chiant à mourir les paysages, mais les gens sont juste incroyables que tu rencontres et ils ne se connaissent pas. Quand tu traverses toute l'Afrique, il peut y avoir parfois la tension du racket possible, du danger, de tout ça. Je pense que c'est vraiment une aventure différente à chaque fois et j'ai pas l'impression... T'en as pas un qui se détache vraiment? Si, je te dirais à mes tout débuts, après avoir fait ma première rando au Maroc, je suis reparti avec un gars qui s'appelle Philippe Perrouni Trail Rando, qui m'a dit viens, on va faire des recos, j'ai envie de tracer une nouvelle rando autour d'Agadir. Et franchement, je n'étais pas gamin, j'avais 24-25 ans, mais j'étais hyper impressionné. Il n'y avait pas de GPS, on partait juste avec une carte. Ce mec-là prenait une pomme et un morceau de pain dans son sac à dos et pas d'essence en rab. Et quand tu te retrouvais sur une piste et qu'il fallait à droite ou à gauche, on ne savait pas où aller. Donc il te missionnait d'aller à droite. Lui, il allait à gauche. Et je lui disais, mais on fait combien de bornes? On se rejoint quand? Quand est-ce qu'on décide de faire demi-tour pour en discuter, tu vois? Et j'étais quand même un peu en stress. Et voilà, tu faisais 50 bornes, tu revenais. Et là, tu disais, mais je viens quand même de cramer 50 bornes d'essence. Je ne sais pas où on est, je ne sais pas où on va, je ne sais pas quand est-ce qu'il y a le prochain village. Et le gars, quand il va revenir, il va me dire, on prend quelle décision? D'aller où et de faire quoi? Ouais. Et en fait, mais parce que aussi je ne connaissais pas et je m'inventais, il y avait une espèce de fantasme derrière tout ça. Enfin, tu te projettes des plans qui sont juste incroyables. Ça, c'est vrai que... Et le fait que ça se passe bien finalement, et que ça soit lui qui me donne confiance, et je ne sais pas si lui y pensait, en tout cas, il était dans une forme d'apaisement et de tranquillité, et il filait confiance, qui fait que je me suis dit, bah ouais, finalement, qu'est-ce que tu risques, quoi. C'est un voyage découverte quelque part. Ouais, c'est ça, initiatique. Okay. Vraiment. Et après, on s'en est refait un autre, tous les deux, bien barjots, à Madagascar, avec des aventures incroyables. Et là, je me suis dit que finalement, le mieux, c'est d'avoir confiance. Et je le dis souvent, en fait, la vidéo, elle t'éloigne du danger. Ce sentiment de se dire, ça y est, il se passe quelque chose, enfin j'ai quelque chose à raconter, même si c'est quelque chose de difficile. Moi, j'ai plus l'impression de faire mon métier, de parler aux gens et d'avoir des choses à leur raconter. Et du coup, ça me sort complètement de la notion de galère et de danger. Je comprends. Il y a une sorte de filtre. Ouais. Qui te sort de tout ça, quoi, de la difficulté. Mais tu vois, ce filtre, moi, ça m'est arrivé
de filmer des choses incroyables et de ne pas avoir l'impression qu'elles se soient passées devant moi parce que j'avais ce filtre. Ouais. Je trouve que c'est... Ah bah, Parfois c'est dommage. Oui. C'est une force, mais parfois c'est... Oui, bah, c'est comme d'aller filmer un paysage incroyable avec un drone. Oui, bah oui. Finalement, tu passes plus de temps le nez dans un écran que à te poser et à dire ouais, vas-y, profite quoi. Complètement. Moi, je suis allé au bord du Grand Canyon, je me suis assis au bord et c'est tellement immense cette faille que tu hallucines quoi. Mais j'y suis allé il y a 25 ans. Je pense que j'irai aujourd'hui, j'aurais envie de faire un coup de drone et en fait, ça m'enlèverait cette émotion là quoi. J'en suis à un peu plus de 5 minutes. C'est pas fou. Par rapport aux perfs que je faisais quand j'étais en colonie de vacances petit, c'est très bien. Tu les mets tout le temps les sardines toi? Les sardines de la tente? Jamais parce que je mets mes sacs dedans. Y a pas besoin. Bah tu vois, j'ai appris un truc là. Oh putain, il est chaud. Est-ce que tu as en mémoire vraiment une grosse galère, une grosse frayeur, quelque chose qui aurait peut-être même pu te dire bon là en fait j'ai été un peu trop loin, il va falloir que je calme. Non, je suis toujours allé au culot. Quand je pars au Cap Nord avec des pneus cloutés, je ne sais pas si ça va marcher. Quand je monte ma moto avion, je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si les ailes vont s'arracher au premier virage. Je ne sais pas si je vais me faire gauler par les flics. Enfin, et comme là, je ne sais pas si ça va marcher. Ça se trouve, la boucle arrière de cadre, elle va casser. La vidéo, elle va être terminée. J'y suis toujours allé au culot, ça a toujours fonctionné. Et en fait, ma plus grosse frayeur, elle n'a absolument pas à voir avec le voyage. À l'époque, je faisais les reportages en Grand Prix. Je débarque à Rio de Janeiro pour mon premier Grand Prix au Brésil. On sort de l'aéroport, on se retrouve dans un hôtel sur Copacabana. Je sors jean, basket, t-shirt. Et là, je vois 4 gamins, 13-14 ans, débarquer vers moi. Un pochon Kraft grand comme ça. Et il y en a un qui sort un sur un, qui me le met ici, comme ça, sur les côtes. Et les 3 autour me font les poches. J'avais retiré 700 francs à l'époque à l'aéroport. Ils font ça, ils me prennent la montre et ils se barrent. Et là, je me suis dit, waouh, c'est chaud quand même. Parce qu'eux, ils s'en foutaient, ils venaient des favelas. Ils n'avaient aucune notion à cet âge-là de ce que ça pouvait être la vie ou la mort. Le point de bascule, il est... Voilà. Et j'ai jamais revécu ce moment de tension. Peut-être quand on a traversé toute l'Afrique, au Nigeria, en République démocratique du Congo, où là on a vécu des moments un peu difficiles, des contrôles de douane, où tu sais jamais vraiment à qui tu as affaire, qui te contrôle, qui tu comprends plus rien, parce que en 1 kilomètre, c'est un nouveau contrôle, c'est la police routière, c'est les douanes, t'es un peu perdu, mais j'ai jamais perdu confiance et j'ai jamais perdu mon sourire. Et ça, je l'ai appris à travers le voyage. C'est que, en fait, ton expression du visage, elle dit tout. Quand tu rencontres les gens, c'est pour ça que je voyage très peu sur ces voyages-là avec un casque fermé, plutôt avec un open face. C'est pas bien pour la sécurité. Mais les gens t'arrivent, tu montes ta tronche. C'est beaucoup moins agressif. Et ça dit beaucoup de choses d'entrée de jeu. Et je me suis aperçu que je désamorçais pas mal de choses comme ça. Smile. Ouais, et puis parce qu'à force de voyager, tu as confiance et tu as envie que ça se passe bien. Ouais. Je sais pas, c'est comme je disais tout à l'heure, quand tu es en galère, tu n'as pas l'impression et tu sais que ça commence. En fait, je finis par avoir l'impression que je ne sais pas repérer le danger. D'accord. Ouais, t'as pas les fusibles. Non. Moi j'ai des LED de partout qui clignotent. Ah ouais. Tout le temps, qui m'annoncent les trucs. Ouais. Donc je m'y mets pas, ça clignote. Ouais, je sais pas faire moi ça. Je vois pas.
Si je tire tout droit à fond, tu crois que ça décolle? Si tu arrives à atteindre le 120, ça décollera. Ouais. À fond 2, 120, à mon avis, ça passe. Je vous conseille plutôt la 3. Vite. Puis qu'après tu tournes et puis ça va peut-être décoller. Mais ça me paraît un peu juste hein, comme bout droit. Il est pas sérieux là, si. T'as pas vu à un moment quand même, ça a un peu décollé, un tout petit peu léger? Ça se levait, mais ça, on peut pas dire que ça a décollé. Ouais. En tout cas, moi je l'ai senti. Ouais, que ça se lève, ouais. Ah bah là, clairement. C'est low cost, hein, c'est pas très cher. Hein. Dans les 40 € le vol, moi je peux te faire ça. Quoi. Par contre, je sais rien à bord, hein. Pas de petit-déj, pas de... N'importe quoi. Cette histoire est en train de complètement m'échapper. Un bon petit ride de bon matin. On arrive près du mois d'octobre. Oh là 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 là, c'était chaud ça Lolo. On arrive en octobre, donc il n'y a plus grand monde dans ces zones qui peuvent être un peu touristiques en été. Oh là là Lolo. Ah ouais, c'est quand même chaud son truc. Hein. En fait, il a une barre qui passe sous le garde-boue et qui vient frotter le pneu arrière quand ça talonne. Donc c'est pas pour faire de l'extrême quand même, hein, son histoire. J'ai l'impression que sur ton dernier tricks là, la valise de gauche a pas mal bougé et que ça s'est un peu affaissé. C'est en train de se rapprocher de la roue. Celle-là là. T'as eu dans ta vie la chance d'essayer tout un tas de motos de plein de catégories différentes, de la sportive, de la routière, du scooter, du pneu clouté, de l'avion, du radeau. Ouais. Si tu dois en garder une pour le reste de ta vie, tu peux pas t'asseoir sur autre chose que cette moto que tu vas me citer. Et pourquoi? Et je crois que j'ai jamais eu autant de satisfaction à l'arrivée que quand j'ai traversé la France, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Et la Mauritanie pas juste par la route, hein, vraiment par les dunes et le sable, qu'avec ma petite Yamaha G100. Quand je l'ai chargée, moto de 1976, 9 chevaux, 2 temps. Quand je suis parti les 50 premiers kilomètres, je me suis dit mais quelle connerie t'as pas fait quoi. Quelle connerie infâme. C'était insupportable quoi. Vent de face c'était 40 km/h. Vent de dos ça allait à peu près 80. J'étais tellement chargé, j'avais pas de poids sur l'avant. Dès que je voulais déclencher une GoPro, ça commençait à guidonner. C'était super dangereux. Et en fait, je suis vraiment convaincu de ça. Souvent les gens me disent quelle moto t'achèterais, qu'est-ce qui me convient. Et en fait, c'est à toi de t'adapter à la moto que tu as choisie et à son rythme. Et en fait, elle te transmet quelque chose. C'est hyper philosophique, hein, un peu barré comme concept. Mais je l'ai aimé. Elle m'a donné... Enfin, ça a été juste hallucinant, quoi, cette traversée d'Afrique. Et on parle souvent de performance. Je te jure que les jours où il y avait vent de dos et que la carbe était parfaite, Je te jure, ça craquait. à 85 km/h, tu sais, tu mets pas gaz en grand, sinon tu l'étouffes. Tu trouves juste le point de gaz où elle carbure parfait. Waouh, quel bonheur. Et aussi, et cette moto-là, je suis arrivé jusqu'à Dakar et elle m'a pas lâché. Malgré ses 9 chevaux, malgré le fait que dans le sable, souvent j'étais première, deuxième, elle hurlait. T'as dû en mettre. Mais j'ai démonté cylindre piston. Après, il y avait juste un point de chauffe. Et pourtant, j'avais emmené cylindre piston de rechange, embrayage, j'avais tout emmené. Elle m'a jamais lâché. Et aussi parce que j'y allais pour aller chercher aussi une gamine à Dakar qui devait se faire opérer. D'accord. Il y avait un symbole par mécénat chirurgie cardiaque. Il y avait une forme de symbole derrière. Je crois que j'ai jamais autant regretté une moto quand je l'ai quittée que celle-ci. La deuxième, c'est Betty avec laquelle j'ai traversé l'Islande avec son treuil et son schnorkel. Des motos vraiment à part. Et pourtant, à l'époque où je faisais les reportages en Grand Prix, il y avait cette manie de faire essayer aux journalistes toutes les motos de Grand Prix. J'ai essayé les motos de toutes les Honda d'usine, j'ai essayé la NSR 500 de Rossi quand il était encore en 2 temps, l'année où il était passé en 4 temps, la RCV 1000. Ah ouais. J'ai essayé les motos de douane, j'ai essayé des 250 de Grand Prix, des 125. Enfin, tu vois, j'ai essayé toutes ces motos exceptionnelles, mais t'as pas le temps de vivre une aventure. On te tend le guidon, on te dit t'as 4 tours pour pas tomber. Pour stresser, voilà, pour stresser, donc en fait c'est hyper frustrant.
Alors que cette moto-là, ça a été extraordinaire. Et je me suis aussi beaucoup aperçu que des motos qui étaient mal aimées par la presse, parfois, sur des prises de contact assez courtes, c'était souvent injuste. Parce qu'en fait, quand c'est des motos que tu prenais le temps de vivre avec, je l'ai vécu avec la Honda VFR 1200 quand elle arrivait en France, personne n'a compris, tout le monde trouvait ça un peu trop sport pour être une vraie voyageuse, et pas assez confort ou pas assez sportif. Et en fait, moi, je suis descendu à Dakar avec et j'ai adoré cette moto-là parce qu'elle m'a fait vivre, on en revient à ce que je te disais au début, et parce qu'elle m'a donné pendant ce voyage. Donc, je crois que toute moto a un public et c'est pas toi qui choisis la moto, c'est la moto qui te choisit et qui t'explique comment elle va marcher. C'est un peu philosophique, mais bon. Non, mais je le comprends parce que souvent les gens se posent la question, nous, sur notre chaîne, comment on peut s'y prendre pour pas dire du mal et défoncer des marques ou des modèles de moto, tu sais. Ouais. Et en fait, ce que j'explique, c'est que je nous vois plus avec Pierrick comme une sorte de guide d'achat. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des motos qui sont mauvaises et dont la conception a été ratée, pour moi, ça n'existe plus. Si tu trouves la moto mauvaise, c'est qu'elle n'est pas faite ce pour quoi tu vas l'utiliser. Exactement. Et en fait, il faut juste acheter une moto ce pourquoi elle a été pensée. Et là, en principe, les planètes s'alignent et fait des super surprises, quoi. Je viens d'une époque où il existait des mauvaises motos et des motos dangereuses. Toi, tu as connu ça. J'ai des connu mauvaises ça. géométries, des mauvais angles de chasse. Des erreurs, des mecs d'arriver sur des présentations presse, ils étaient encore en train d'essayer de remonter les tubes dans les têtes de fourche pour arriver à faire tourner la moto sur circuit, quoi. Et ils l'avouaient. En disant que voilà quoi, on ne sait pas trop où on va ni ce qu'on fait et voilà, des motos qui guidonnaient. D'ailleurs, c'était pas forcément dû à des châssis à l'époque. Les pneumatiques, c'était aussi plus compliqué. Il y a plein de choses qui étaient moins performantes. Aujourd'hui, tout ce que j'essaye, honnêtement, ça roule droit, c'est pas dangereux, ça freine bien. Il y a un arbre énorme. Nous faisons connaissance avec Gérard, qui a cassé sa boîte de vitesse et attend là depuis plus de 2 semaines. Tu l'as fait souvent cette route-là? Oui, je la fais souvent. Combien tu vas jusqu'où? Jusqu'à Kanangambujimai. Et combien de temps d'habitude ça te prend? Ça me prend au moins 2 semaines. T'es tout seul? Oui, au moins 2 semaines. Mais une petite distance de 400 km ou 400 et quelques pour 2 semaines. Il y a quoi dans ton camion vraiment? Il y a le plein pinette. Les pilettes? Le pinette, oui. C'est quoi? Pour les enfants, pour les cochons. Ah oui. Pour les enfants, oui. Moto. Mais toi? Eh ben, je suis tombé. Moto, il est tombé. Hein? Ouais. Mais il n'y a pas les forces. Non, j'ai plus la force. Mais il faut forcément pour... Moi, j'ai aidé. Binza. Ah, il y a quoi dire? Et ça bien. Binza? Binza. Elle me propose Binza. Je sais pas si je vais en manger tout de suite. Tu sais que là, on est dans un moment où on a plus de caméras que Highside. Donc enjoy. Je sais pas si c'est si profond que ça en fait compte. Non? Ouais, c'est porteur carrément, ouais. Je t'accompagne te voir triompher au plus près. Tu sais que j'ai un gros avantage sur toi. C'est? Par rapport à mon public, je suis pas obligé de réussir. Alors non, en fait c'est même l'inverse, non? Oui. Là, le public attend que tu finisses la gueule dans la boue, là. Voilà, c'est dans l'échec qu'ils me reconnaissent. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu pourras ce soir constater si les valises sont bien étanches ou pas. Voilà. Et quel beau tas de merde. Et comment ça ressemble à quelque chose? Ah, tu vois, c'est encore une différence. Le Crossman, faut qu'il présente. T'es beau, propre. Les habits jamais sales. Le voyageur, puis il est crade. Mieux c'est. Comment ça se passe, une vidéo de Laurent Cochet? Comment ça s'organise? Comment tu la construis? Comment tu la penses?
Comment te vient l'idée? Est-ce que c'est tout de l'impro? Est-ce que c'est voilà, l'opportunité d'un truc? Comment ça marche? Ça commence sous la douche tous les matins. En fait, c'est assez curieux, mais c'est un truc qui, je ne vais pas dire qu'il te prend toute ta vie, mais qui te prend beaucoup de ta vie. C'est-à-dire que si t'es pas, c'est pas toi qui commences à réfléchir à ce que tu vas faire, à ce que tu vas pouvoir faire de différent, à imaginer un sujet. C'est en fait, tu t'aperçois pas que tu y penses tout le temps et d'un seul coup, il y a une idée qui vient et qui monte. Et tu te dis, tiens, ben, j'ai pas encore fait ça, pourquoi je le ferai pas? En fait, en même temps, c'est une chance extraordinaire. Parce que d'une année sur l'autre, en fin d'année, tu dis, putain, quel truc sympa ou à la con, je vais pouvoir. C'est une opportunité hallucinante de se dire que tu vis une vie qui est accélérée x10. Chaque année, tu fais des projets de fou. Et après, ça dépend du type de projet. J'ai eu des vidéos très scénarisées, comme des choses comme Retour vers le futur, ou les vidéos que je t'ai montrées avec les GPS TomTom, où là, il faut vraiment prendre un soin de fou à l'avance sur l'écriture, la préparation du tournage, la préparation des motos. Et ça, c'est hyper énergivore. Et c'est des tournages vachement stressants qui se préparent longtemps à l'avance. Et puis après, il y a des tournages voyage où moi, je considère qu'il faut toujours une accroche pour aller chercher la personne. Moi, j'ai besoin d'un fil toujours, conducteur à tirer. Pas juste le voyage pour le voyage. Non, à dérouler. Tu vois, SW Motech, je ne dis pas ça parce qu'ils sont sponsors, ils le sont voilà, de ce projet-là. Mais sincèrement, ils m'ont dit, voilà, on aimerait que tu fasses découvrir la production de nos bagages dans l'usine. Le truc le moins sexy au monde, quoi. Ouais. Et là, je me dis, il faut que je raconte une histoire, il faut que je trouve comment je vais emmener les gens vers ça. Ils iront voir la vidéo pour trouver. Mais voilà, je me sens jamais juste de partir et de dire, bah voilà, moi je vais aller visiter l'Autriche, la Slovénie, ou c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis un conteur d'histoire. Et il me faut toujours ça, toujours ça. Et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de voix off. C'est parce que j'ai l'impression de raconter une histoire à des enfants. Je suis très mauvais en fait si je devais faire juste du face caméra en disant bah tiens aujourd'hui on est là, c'est sympa, je peux te montrer ci, ça, là. Moi j'ai besoin de ces temps d'écriture où je joue avec les mots, où je joue avec les images, les séquences. Voilà quoi. Après, venir en tournage avec moi, c'est vraiment pas un cadeau, je suis désolé de te l'apprendre. Il y a plein de mecs qui me disent « Ouais, on aimerait bien rouler avec toi ». Non mais je veux dire, c'est un enfer. Dire à un mec « Vas-y, on va s'arrêter là, on va faire demi-tour, on va retourner la caméra, puis attends, le coup de drone, il était pourri, ça n'a pas marché ouais, ». C'est pas un roulage. J'ai un peu le même problème. Voilà, c'est pas un truc sympa. Nous, on monte des trucs sympas à l'arrivée et on montre quelque chose de sympa. Ouais. Mais en fait, les choses ne se sont jamais déroulées aussi vite, ne se sont jamais imbriquées comme ça. C'est pas aussi fluide. Voilà. Et après, partir sur un voyage, moi honnêtement, tu me dis la veille, bah tiens, tu vas aller faire le tour du monde. Il ne me faut pas plus que ça. S'il n'y a rien à préparer sur la moto pour préparer mon sac, savoir ce que j'emmène dedans, ce qu'il me faut pour vivre et tout ça, dans la soirée, c'est fait. Et je gamberge pas trop. Je le disais aussi, j'ai confiance en ce que je fais. Le petit bras là, voilà, tu ouvres la valise, vas-y. C'est Noël. Voilà, tu peux y aller. Regarde, ça s'ouvre automatiquement. Poil, espèce de petit fétou, je sais pas comment tu appelles ça. Moi, c'est pas mon truc. Hein. Tu sais comment ça s'appelle? C'est pour m'embrocher. Ça, c'est un diapason, ça. C'est Yamaha qui l'a inventé. C'est ça, voilà. Ouais. Tu vois, comme quoi la cuisine et la moto. L'esperluette, c'est un couteau d'un chef français, d'un cuisinier de Baroud. Voilà. Tiens, vas-y, si toi il te manque un doigt, c'est pas grave. Ouais, voilà, oui. Ok, sel, poivre, de l'huile, des petites lumières pour nous éclairer en amoureux ce soir. Oh, on a fait des passages à la GoPro. Là, on va faire un passage donc avec le boîtier et le téléobjectif. Donc voilà. En fait, c'est ça qui peut te décourager quand tu fais des vidéos de voyage. C'est qu'à un moment donné, sur l'espace de 3 quarts d'heure, 1 heure, tu peux littéralement faire 300 mètres quoi. Et le problème c'est que voilà, c'est des arrêts qui coûtent cher encore une fois. On n'est plus en été, donc le soleil il tombe d'un coup. Le gros boîtier. On va mettre quand même le micro, même si bon. Tac.
Maintenant, l'enjeu pour Monsieur Lolo Cochet, c'est de faire un plan différent pour moi. Voilà, ouais. Et c'est reparti. Tout remonter à pied. Alors oui, pour vous, c'est plat, je sais. Mais en vrai, c'est pas plat du tout. C'est genre en montée, quoi. Qu'est-ce qui, pour toi, aujourd'hui, est le plus difficile sur la globalité d'un projet? Est-ce que ça va être la préparation, le tournage, ou plutôt le montage, ou peut-être même de trouver des partenaires pour financer ton aventure? Qu'est-ce qui est le plus dur? Alors, ce qui est difficile à trouver, c'est un partenaire qui rentre dans ton monde. Parce que j'ai une espèce de bulle et de monde à part, de conteur d'histoire. Des fois, je peux avoir un nez rouge. Et trouver des gens qui comprennent vraiment ce que tu fais, qui vont avoir confiance et qui vont se dire que ça va leur apporter de la visibilité et de la notoriété, c'est pas toujours évident. Mais globalement, ça se passe bien. Parce que finalement, je tourne assez peu dans une année de sujets. Là, j'en ai beaucoup plus fait cette année avec la saison de vitesse. Ouais. Mais quand moi, je vais avoir sorti 20-25 vidéos dans l'année, je suis au taquet. Après, l'organisation, c'est un moment toujours excitant, plaisant, même si on le disait, ça peut paraître vachement curieux. J'ai beaucoup de mal à partir de chez moi. C'est un moment difficile, alors que quand c'est lancé, tout va bien. Le plus dur, franchement, c'est le montage. C'est le montage. Ouais, c'est un truc, c'est un puits sans fond. Je dis pas que c'est l'enfer, parce que pour moi, c'est le plus plaisant. C'est juste incroyable d'avoir toute cette matière, de savoir dans quel ordre tu vas la raconter, de mettre des mots, de raconter une histoire, de trouver des musiques qui vont te filer la chair de poule, te donner envie de pleurer ou de sourire. Bah, c'est vraiment magique. Mais aujourd'hui, on en est rendu à un point de perfection qui nous fait, alors je vais peut-être faire bondir ou hurler certains, on monte plus des films, enfin en tout cas moi, que des vidéos aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme un ingénieur, tu sais, un ingénieur, tu le mets sur une bagnole ou une moto, tu vas lui dire vas-y, développe-moi la dernière sportive. Si tu ne l'arrêtes jamais, dans 20 ans tu vas le retrouver, il sera toujours au taf. Tu peux toujours, il sera toujours au taf, il sera toujours et il aura toujours trouvé des moyens d'améliorer. Sauf qu'à un moment, on va lui dire, tu te rappelles, hein, c'est pour le salon de la moto, là, à l'EICMA. Donc il va falloir que tu t'arrêtes, que tu sortes le truc. Et voilà. Et des fois, c'est cette frustration-là, quoi. En même temps, c'est bien parce que il faut que ça s'arrête et que la surqualité n'est pas forcément ni récompensée, ni forcément vue tout le temps sur YouTube. Ah oui, complètement. Ouais. Même si je vois que globalement, avec les outils qu'on a aujourd'hui, tu vois vraiment que globalement, quand même, les gens notent que la qualité de l'image et que le niveau y grimpe aujourd'hui. Et je te jure, c'est pas de l'IA que je fais. Non, la souffrance, en fait, la souffrance, elle est dans le plaisir. Le plaisir, c'est de monter, mais la souffrance, c'est de voir que ça dure autant de temps et que j'ai pas le temps de repartir sur un projet. En fait, tout s'imbrique et tu dis oui à tout et en fait, tu finis des montages par bout un peu. Ouais, je comprends. Et encore que, on parle quand même beaucoup de YouTube depuis tout à l'heure et pas de réseaux sociaux. Et moi, j'estime que ce que tu fais sur YouTube, ça laisse une trace. Oui. On peut aujourd'hui regarder une vidéo que tu as faite il y a 10 ans. Oui. Les réseaux sociaux, ton petit reel. Ah, tu peux pas aller le chercher. C'est fini. C'est fini. Le truc, il a une durée de vie qui est ridicule. Ridicule. Et je plains, moi, les créateurs qui ne sont que sur ce truc-là et qui se donnent du mal parce qu'il y en a qui font quand même du qualitatif. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Qui sont pas forcément que avec le téléphone. Et je trouve ça dur, mais dur. Ouais. Ben, je le dis aussi, tu vois, j'ai fait cette histoire de valise cuisine équipée où tu déplies tout dans des valises alu et c'est comme une cuisine équipée chez toi. Ce truc-là fait 21 millions de vues. Mais je sais qu'à 90%, ça échappe à la communauté motarde. Et moi, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui qu'en tout cas de la part des marques, il y a un sentiment de retourner vers une communauté captive, une communauté qui pratique pour passer des messages. Et que pour parler très cash, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux une vidéo bien foutue qui représente bien une marque de 100 000 vues sur YouTube
que une vidéo de 21 millions de vues sur Instagram qui sera aussitôt oubliée. Bon, c'est ma première mission officielle. Je dois partir en repérage, voir si ça monte ou pas. Flatté qu'on me confie une telle mission. Oh putain! Bon, pour l'instant, c'est très raide, mais ça monte. Bon, autant dire qu'en valise, ça va pas le faire. J'y suis quasiment. Et si j'étais moins con, je serais pas passé sur le truc aussi. Hein. Ouais. Putain, c'est ouf. Ah non, c'est trop étroit, jamais il passe. Jamais il passe avec les bagages. Putain, c'est dommage, hein. Bah parce que c'est génial, la vue elle est grandiose, le single il est parfait. Et alors, en enduro ça monte mais c'est chaud. Mais toi le problème c'est les valises. C'est que si tu veux, tu passes vraiment entre les rochers, à la fin ça se creuse et t'as juste la place de la moto quoi. Lolo Cochet. Oui. Figure-toi que j'ai demandé à... Parce que voilà, devant la difficulté d'essayer de trouver des questions qui soient un tant soit peu originales, j'ai demandé de l'aide à ChatGPT. Merde. J'ai dit ChatGPT, est-ce que tu connais Laurent Cochet? Donc d'abord, il m'a dit oui, mais en fait, c'était pas toi. Ben non. Donc j'ai dit mais non. Le metteur en scène, Jean-Laurent Cochet. Voilà, j'ai dit non, Lolo Cochet, les voyages, YouTube, tout ça. Ah oui, oui. Donc j'ai dit, voilà, j'ai passé du temps avec lui. Ouais. Je te laisse l'opportunité de lui poser 10 questions. Et j'ai eu comme proposition des questions avec le style Lolo Cochet. Ah. Donc c'est des questions dans lesquelles tu devrais te retrouver. Et tu vas me dire, alors je ne suis pas capable de t'imiter, malgré que j'ai beaucoup de talent pour l'imitation, mais toi je ne te pratique pas encore assez. Donc question numéro 1 de ChatGPT. C'est pas toi du coup, c'est pas moi. C'est toi qui parle, on est d'accord. Si ta moto pouvait parler, qu'est-ce qu'elle balancerait comme dossier sur toi en premier? Ma moto, si elle pouvait parler, elle dirait fous-moi la paix. Franchement. Lâche-moi. Ouais, lâche-moi. Lâche-moi. Parce que j'ai une T7 perso et franchement, je lui fais vivre une vie infernale. Non, elle en a pas. Non, elle est sympa avec moi. Mais franchement, tu sais, ma première moto que je me suis achetée, j'étais esclave de tout. De la première rayure, de la moindre salissure. Je démontais tout, les carénages, les vis. J'y connaissais rien en mécanique, quoi. Ce qui comptait, c'était esthétiquement qu'elle soit parfaite. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, quoi. Pour moi, ce qui compte, c'est que elle ressemble à une moto qui a voyagé, qui a souffert, qui a des cicatrices, qui a tout ça. Mais que quand je démarre, ça part tout de suite, tu vois. Donc, elle dort dehors. Je la lave rarement. Je lui fais moi-même les vidanges. Le jeu aux soupapes, elle ne connaît pas. Tension de chaîne, je fais attention, graissage de chaîne. Voilà quoi. Mais non, je suis vraiment pas sympa avec elle. Alors si elle se trouve, elle est baroudeuse. Elle me trouve sympa, mais comme elle me parle pas vraiment, en fait, j'ai pas la réponse. Mais je suis un salaud. Elle passe là-haut, la trace. Ah donc il fallait monter? Ah, il fallait monter. Ah, elle passe là-haut. Est-ce qu'on essaye de la franchir à deux en s'aidant? C'est à ce moment-là qu'ils prirent une décision qu'ils allaient regretter pendant plusieurs jours. Putain, moi je pensais pas que j'allais faire l'engager comme ça en partant avec le Lolo Cochet.
Là, je me suis fourvoyé en partant avec toi. Hein. C'est Pierrick qui aurait dû partir avec toi. On s'est trompé dans le casting là. Hein. On a monté la moitié avec celle de Lolo qu'on a un petit peu désossée pour perdre du poids. Et là on va essayer avec le treuil de la monter pour moins s'user la vie. Donc je redescends chercher ma caméra pour pouvoir filmer un petit peu la séquence treuil et tout ça quoi. 5 allers-retours là, à pied. Tu vois, tu voulais me faire du hard enduro. Alors oui, je sais, c'est pas du hard enduro, c'est tout juste de l'enduro. Mais pour quelqu'un qui a passé sa vie à La Fare et à Châteauneuf, je te garantis que ça, c'est du putain de extrême hard enduro. Eh ben, j'aurais pas cru que ce soit Laurent Cochet qui me ferait découvrir ça, tu vois. Il a été plus incisif que toi, tu vois, il s'y est pris avec de meilleurs arguments. Il était plus dans le voyage, dans le petit resto. C'est comme ça qu'il m'a eu. Alors, il y a voyage, il y a bivouac, il y a eu resto, mais il y a galère quand même. Hein. Alors ça, c'est une question intéressante qui a été proposée par l'intelligence artificielle. Ouais. Avec qui rêverais-tu de faire un road trip improbable? Alors c'est une personne qui peut ne plus être vivante. Ça peut être une personnalité célèbre, pas forcément du tout dans le milieu de la moto. Ça peut être un acteur, ça peut être un chanteur, ça peut être un sportif. Est-ce que si là tu avais une baguette magique et que tu pouvais choisir vraiment la personne de ton choix pour faire vraiment un road trip improbable qui te ferait rêver, qui tu choisirais? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je ne sais pas si je rêverais de partir en road trip avec quelqu'un qui m'impressionne. Il y a des gens qui m'impressionnent. Peu. Tu vois, je suis fan d'aucun pilote de Grand Prix. Mais toi, un mec comme Sylvain Tesson, qui écrit quand même des bouquins que moi je trouve ardus à lire, mais par contre, quand ce mec-là, il prend la parole et qu'il t'explique sa vie et sa vision de la vie, je le trouve d'une intelligence supérieure et je me demande comment on fait pour avoir des visions aussi claires de la vie. Mais je ne sais pas si je serais capable de lui donner la réplique en face et d'avoir une discussion. Je me sentirais presque en infériorité avec un mec comme ça qui a vécu autant de choses. Et ça m'attire en même temps, tu vois. Après, en fait, je crois qu'il faut se méfier de quelque chose. C'est de la représentation que tu te fais des gens que tu ne connais pas et avec qui tu aimerais partir, et de ce qu'ils te donnent et de ce qu'ils sont réellement quand tu es avec eux. Je pense à un mec comme Zarco, avec qui je suis parti pendant 3 jours en road trip, voilà, qui est un mec qui est lunaire, quoi. Mais c'était génial, quoi, parce que c'est un pote de roulage, c'est un gars qui boit des coups, du rhum, qui prend sa guitare, qui t'invente une chanson, qui... je n'ai pas tout montré dans la vidéo, parce qu'il barre en couille. Mais voilà, putain, il est vivant, il est authentique, c'est vraiment génial. Il y a un mec qui fait de la moto et qui est un mec qui est vraiment étonnant, qui est un acteur, qui est Pio Marmaille. Et c'est drôle parce que je l'ai croisé une fois chez Ducati et il suit un peu les vidéos, ce que je fais. Et aussi, j'étais venu là, ce jour-là, chercher une moto avec mon autre fils, le plus jeune. Et il l'a regardé, il dit, toi, je te connais. Je sais ce que tu fais, je sais qui tu es. Et tu vois, des gens qui ont des vies aussi exceptionnelles, dans des univers quand même un peu barrés comme ça, et qui impriment et qui sont capables de s'intéresser à toi. Mais en même temps, c'est un mec qui est tellement à fond. C'est une centrale nucléaire, ce mec-là, quoi. Je ne sais pas si, au bout de 3 jours, je serai encore dans son monde et dans son trip. Donc, je me méfie vachement de ce que j'aimerais et de ce qui se passe réellement sur place, tu vois. Et les gens me disent souvent, comment tu as fait pour trouver un aussi bon pote qu'Amaury pour partir en voyage? Et je leur dis tout le temps, en fait, des bons potes, vous en avez tous. Le plus difficile, c'est de trouver le moyen de ne pas les balancer par-dessus bord au milieu de l'Atlantique pendant le voyage.
Et en fait, la responsabilité, elle lui appartient autant à lui que à toi de savoir te dire, c'est normal finalement, ces tensions et tout ça. Bien sûr. Et le voyage, c'est difficile pour ça, tu vois. Donc, il y a des gens qui m'attireraient. Donc, je me dirais, je serais peut-être plus curieux de les rencontrer, de savoir qui ils sont, d'avoir une discussion avec eux, que de vraiment partir en voyage. Je pense que ça peut être le début des emmerdes aussi. Là, c'est la fatigue. Attends, sinon on va prendre le treuil. Quand même, après un truc comme ça, là, il y a un petit sentiment de fierté quand même ou pas? Où tu te dis, encore une galère de plus. Non, c'est un putain de passage quand même. Mais, encore une fois, c'est comme hier sur la route. Il fait froid. Ben, il fait pas froid en fait. C'est dur, on va pas y arriver. Mais si, on va y arriver. Et en fait, il y a toujours des solutions. Gentiment, tranquillement, sans s'agacer, tu passes un temps de fou. Et ça passe, c'est ce que je te dis. Imagine, je me mets tout seul là-dedans. Je m'arrête, je pleure et puis j'attends. Oui, mais le truc c'est que justement, toi t'es souvent tout seul là-dedans. Mais oui, mais et alors? C'est pour ça que je veux pas le faire moi. À part te dire, ben, bout par bout, pied par pied, je vais y arriver. C'est-à-dire que là, si j'étais tout seul, j'aurais fait 2 ou 3 allers-retours avec mes valises. Oh putain. Alors on avait échangé quelques mots avec Sébastien Tortelli l'année dernière parce qu'on avait fait une KX 250 réplica, c'était super sympa d'aller à sa rencontre. On a fait récemment Stéphane Peter-Hansel aussi avec un beau portrait de lui. On a fait Loïc Bruni en VTT, on a fait Adrien Parasol, on a fait pas mal de champions finalement. Ouais, c'est vrai, ouais. Est-ce qu'il faut demander à nos abonnés qui ils aimeraient voir sur la chaîne? Ouais, dites-nous en commentaire quelle personnalité, quel athlète, quel ancien champion, qu'il soit dans la moto ou pas d'ailleurs. Tu sais, d'ailleurs, le reel qu'on a fait avec Antoine Méo, ça a duré 1 minute. Le reel, mais il a fait des milliers de vues. On voit que vous aimez bien quand on parle, finalement, c'est nos potes. Donc, on aimerait bien faire quoi? Allez, qu'est-ce qu'on aimerait faire les deux? On aimerait prendre le temps de faire du jet ski un peu avec Cyril Lemoine, ouais, d'accord? C'est vrai, ça on avait dit qu'on le ferait. Moi je ferais bien un épisode bagnole avec un mec du milieu de la bagnole, il y en a plein. On a fait le stunt déjà avec Sarah Lesito. On a fait le stunt avec Sarah Lesito. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, ouais. On a fait le FMX avec David Rinaldo. On a déjà quand même bourlingué, hein, Raph? Ouais, c'est vrai. Bon. Dites-nous en commentaire qui vous voulez voir, et peut-être même dans le canapé. Ouais, moi j'ai une petite idée, un très grand champion. Voir le meilleur de tous les temps.